chers amis abonnés à Zenaï TV, bonjour et bienvenue. Nous sommes ici à Talangaï. J'ai reçu une invitation surprise. On m'a dit de venir ici, qu'il y avait un musée. Je suis actuellement à Talangaï, dans cette parcelle. Donc vous allez découvrir avec moi ce qui se passe à l'intérieur. Je vais ouvrir le portail. Ne quittez pas, suivez-moi. Vous m'avez invité ici, alors c'est quoi ce lieu? Je suis perdue, je suis perplexe, je sais pas, je suis confuse. T'es bel et bien au musée Aka. D'accord. C'est pas si le nom Aka te dit quelque chose. Oui, en général c'est des pygmées. Voilà. Et quand on parle des pygmées, bon, c'est vrai que dans notre pays aujourd'hui on utilise des termes autochtones. Donc quand on parle des pygmées, il y a plusieurs tribus, hein, parmi lesquelles les Aka, il y a les Menzele, des Luma, des Mikaya, des Ngombe, des Batwa, Atwa, des Babongo, etc. Donc moi je travaille avec les Aka. Et les Aka ils habitent au nord du Congo, précisément dans le département de l'Angola. Mais on les retrouve aussi au sud de la Centrafrique. D'accord. Alors expliquez-moi l'histoire de cette maison, puisque comment ça se fait qu'en plein milieu de Brazzaville, on est dans une parcelle et on tombe dans un musée, un super beau musée. Je suis surprise, il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer, par où regarder. Et nous sommes ici dans la parcelle familiale, hein, la parcelle laissée par mon feu papa, Eta Nestor, qui est parti il y a quelques mois. Et il avait acheté auprès d'un vieux téké de Brazzaville, qu'on appelle Mantouya. Il habitait côte à côte avec nous. Et tous, quand on grandissait dans cette parcelle, on voyait déjà cette maison. Et on nous a dit, papa nous avait dit que c'est une maison qui date de l'époque de l'Afrique équatoriale française, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, papa Mantouya, qui était le propriétaire, il devrait garder... En fait, dans la maison, dans ce bâtiment, on gardait des armes. Donc c'était un bâtiment vraiment historique. Vous voyez, trouver des bâtiments du genre à Talangaï, je pense que c'est vraiment rare, c'est difficile, sinon c'est lui qui doit rester. Et moi, en grandissant, je me disais qu'un jour, je vais transformer ce bâtiment en musée, sans savoir que je deviendrais un spécialiste des Aka, des pygmées. Et le moment venu, je l'ai fait. Donc il y avait des gens qui dormaient ici à l'époque. Donc après, ils ont libéré l'espace, ça allait dehors. Le petit studio, voilà. Voilà, d'environ 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, il faut préciser, on est dans 10 mètres carrés. Et maintenant transformé en studio. Mais quand on regarde même la toiture, vous voyez les tuiles là, ça c'est vraiment très rare. Hein. Ça, je dis fort qu'on puisse en trouver encore en plus en famille. Donc, rien que par les tuiles et le bâtiment, c'est vraiment très dur. Et lorsqu'il y a eu même les explosions du camp militaire, hein, quand il y a eu l'événement du 4 mars, ma famille était venue s'abriter ici. D'accord. Parce que toutes les maisons... fait, le bâtiment, il a tenu. Ah, il a tenu. À côté, n'était pas solide. Ouais, c'était pas solide, ça tombait. Mais ici, ça savait résister. Et ça, j'avais vraiment aimé. C'est mystérieux. Oh, mais non, mais ça que les matériaux de l'époque étaient vraiment plus solides que ce que nous on est en train de nous proposer actuellement. Donc j'ai transformé le bâtiment en musée, donc je l'appelle musée Aka. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas le bâtiment qui fait la grandeur du musée, mais c'est plutôt son contenu. D'accord. Voilà, donc ce bâtiment, je l'appelle musée Aka. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans ce bâtiment, j'expose les objets de la vie quotidienne des Aka, ce que nous appelons souvent par le patrimoine matériel des Aka. Donc, il y a des objets de la vie quotidienne ou patrimoine matériel. Il y a des photographies qui illustrent la vie des Aka dans la forêt. Comme le bâtiment est petit, je ne peux pas tout exposer parce que les photos, j'en ai en grande quantité. Voilà, donc je suis obligé de les mettre dans les albums. Hein, et il y a d'autres qu'on peut trouver dans mon ordinateur parce que de l'autre côté, il y a un écran que je peux projeter. Donc, du coup, les photos, c'est vous qui les faites? Oui, c'est moi qui ai fait ces photos pendant mes missions ethnographiques. Parce que moi, je vis à Brazzaville, mais je pars souvent dans l'Ikola, hein, qui est mon terrain d'enquête. Et ça fait 23 ans aujourd'hui que je fais des allers-retours entre Brazzaville et la forêt pour rencontrer les Aka. Donc, toutes les photos, je les ai faites là-bas. Et au-delà des photos, je réunis aussi quelques bouquins. Il y a des livres comme j'ai appelé musée. Donc il y a des bouquins aussi qu'on peut trouver. Par exemple, ça c'est les encyclopédies des pygmées Aka. Ça a été rédigé par les chercheurs du CNRS. Et de passage, j'ai eu la chance de passer un stage de mois au CNRS, au musée d'histoire naturelle à la gare d'Austerlitz. Voilà. Là par exemple, il y a la lettre d'un pygmée à un bantou. Donc souvent moi je reçois des étudiants qui veulent pour des besoins de thèse et autres qui viennent. Et tous ces documents, on les trouve où, tous ces livres? Ça j'ai acheté, j'ai commandé en France. Vous êtes perçu en fait chez les pygmées parce que vous êtes à la fois ici en pleine civilisation et d'autre part avec eux. Et même pour vous-même, comment vous arrivez à concilier ces deux civilisations, en parlant en termes de civilisation, et eux, comment
comment il vous voit? Est-ce que vous êtes un intrus? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vient voler leur truc? Ou voilà, quelqu'un d'un peu bizarre qui ramène du monde, Voilà, la question, comment vous arrivez à concilier tout ça? Je ne suis pas un intrus. En fait, on a une longue histoire, hein, parce que mon histoire avec les AK date de 1996. Aujourd'hui, cela fait 23 ans que je les côtoie, 23 ans que nous sommes ensemble. Et si tu regardes même les photographies de mon groupe de musique, tu remarqueras qu'il y a certains de mes musiciens, quand je les ai rencontrés, ils pouvaient avoir à l'époque 8 ans, 9 ans. Donc c'est toute une longue histoire. On est tellement habitués, ils me connaissent. Parce que moi, pour que j'arrive à ce niveau, j'ai été mis en observation pendant plusieurs années, pendant 6 ans. Et c'est la 7e année qu'ils m'ont accepté dans leur monde, comme étant leur membre de leur famille. Voilà. Et du coup, vous parlez quel dialecte avec eux? On parle la langue Aka. Je parle la langue Aka avec eux. Donc du coup, quand j'emmène même du monde là-bas, voilà, ils me considèrent comme étant leur fils, comme étant leur frère, comme étant leur papa pour ceux qui ont l'âge d'être mes enfants, etc. Voilà, donc il n'y a pas de souci, tout se passe très bien. Et moi, je m'adapte aisément à leur culture. Et j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Et quand vous revenez à Brazzaville, du coup, là, vous touchez du doigt la fameuse civilisation, vous avez l'électricité, vous êtes habillé, vous n'avez pas la tenue qu'ils ont dans la forêt. Et comment ça vous manque pas, en fait, quand vous avez à Brazzaville? Vous restez combien de temps, en fait, quand vous venez ici? Il y a des moments où je peux passer 1 mois, 2 mois. Voilà, même 5 mois je peux rester ici, mais sinon l'année je passe aussi beaucoup de temps là-bas. Voilà, quand je suis absent, ils sont mal à l'aise. Quand je suis absent, ils sont mal à l'aise. Un jour, il y a un qui me disait qu'il m'appelait un peu de manière un peu mystique. Voilà, ils connaissent les formules qui peuvent faire usage pour appeler les gens à distance. Avec eux, ils n'ont pas de portable quand vous venez ici. Vous partez, vous leur dites quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à rentrer aujourd'hui? J'ai quelqu'un là-bas aujourd'hui avec des téléphones portables. Je peux appeler un ami, un frère qui est là-bas pour lui donner ma position. Mais sinon, il y a eu des moments quand je partais à Infondo, je n'avais même pas besoin de les appeler. Eux-mêmes, ils le savaient. Et ils m'ont fait ces témoignages et c'est vrai, quand j'arrive, un jour ils m'ont dit, il y a une de mes chanteuses, Angélique Manongo, qui m'a dit, quand il m'a vu à Infondo, au village de Kombola, 8 km d'Infondo, il m'a dit, depuis hier, ma fille ne faisait que me dire que Mandembe va arriver. Mandembe, c'est mon nom pygmée, mon nom Aka, il m'appelle par Mandembe. Il dit, maman, Mandembe va arriver. Mandembe va arriver le jour de mon arrivée. Il dit, Mandembe va arriver aujourd'hui. Quand l'avion est passé, la vient dans les airs, il dit. C'était sans surprise, en fait. Voilà, ils le savent. Et ça, je ne doute pas. Parce que même dans le passé, quand on avait une activité pendant le Forum international des populations autochtones, il y avait des gens qui me montaient un sale tour, etc. pour boycotter mes activités. Mais non, mais il y a un pygmée qui est mort, que j'ai connu en 1996, qui est mort en 2002. Mais nous étions en 2011. Mais ce pygmée est venu me secourir. En parlant à sa sœur Angélique, on songe. Il a donné des instructions, il a dit, dis à Sorel, s'il veut que ses activités aillent de l'avant, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Ouais, donc il y a un lien fort qui existe entre les Aka et moi. Donc moi je n'ai pas besoin de les appeler pour dire ouais j'arrive. Non, je reste confiant que eux-mêmes là où ils sont, les esprits de la forêt vont leur dire que non, votre frère, votre enfant va arriver. Voilà. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'on a vu dans les albums, vous voyagez beaucoup avec votre troupe. Et comment les pygmées arrivent à s'adapter en France? Combien de temps ils arrivent à survivre entre guillemets hors de la forêt? Comment ils perçoivent notre civilisation? Ils se disent voilà, il y a trop de choses, c'est compliqué, non, on peut faire revenir la forêt. Ou il y en a qui se disent bon, la forêt, on est né dedans, ça y est, mais on découvre la civilisation, on veut partir. Comment ça se passe aujourd'hui? Bon, l'adaptation n'a pas été facile, mais ce qui est bien, c'est que mes musiciens, avant de partir en France, ils venaient d'abord à Brazzaville pour des activités. Donc ce qui faisait qu'ils quittent d'abord la forêt qui est leur monde pour Brazzaville, qui est un peu semblable à la France par sa culture, par la civilisation. Parce que nous on a été colonisés par les Occidentaux, bon on a appris beaucoup de choses d'eux, ça c'était un avantage. Mais sinon quand ils étaient arrivés pour la première fois en France, ça n'a pas été facile. On sentait vraiment du coup que non, c'est des gens, ils étaient complètement perdus et au fil du temps, ils commençaient à s'y habituer. Mais ce que j'ai remarqué, d'abord la première fois quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient étonnés d'abord de voir des clochards, ils étaient étonnés de voir les gens marcher vite, ils étaient étonnés de voir des gens qui ne se disent pas bonjour, parce que ce n'est pas le cas au village. Au village, tout le monde se dit bonjour le matin, même si vous ne vous connaissez pas et chacun passe sa route, on se dit bonjour. Mais ce qui n'est pas le cas à Paris où chacun passe dans sa direction et les gens marchent vite, parce qu'ils m'ont dit mais pourquoi ici les gens marchent vite? Pourquoi ils courent? Pourquoi ils ne se saluent pas? Pourquoi ils ont toujours le front fermé? Pourquoi il y a des gens qui dorment dehors alors qu'il fait froid? Ces gens n'ont pas des parents.
tout ça, ils se sont posé beaucoup de questions. Et après, sur l'Europe, vous voyez, nous, durant nos tournées, on a dormi dans des hôtels de luxe, là où tu es, dans des chambres où on n'avait jamais dormi ici. Hein. Même moi, qui suis leur manager, je n'ai jamais dormi dans des chambres comme ça. Mais pour un Bantou, donc un homme pygmée, c'est vraiment le luxe, c'est vraiment quelque chose, c'est un rêve réalisé. Mais eux, ça les énervait parce qu'à un moment donné, pour accéder dans sa chambre, il fallait utiliser la carte, le code, et ça les énervait. Et me disaient, faut pas nous emmener dans des maisons compliquées comme ça. Ils n'aiment pas. Moi, la première fois que je les ai vus heureux, c'était en Malaisie. Vous voyez, la Malaisie a un climat comme le Congo. Voilà, là-bas, c'était super cool, quoi. Et après, la durée en Europe, on a fait des tournées de 2 mois. Mais à un moment donné, ça commençait à les... C'était trop long pour eux. Je me rappelle une fois, ils sont partis jusqu'en Amérique latine. Quand on revient en Allemagne, le 2e mois, une de mes chanteuses voulait être en contact, entrer en contact avec les amis qui étaient au village. Quand j'ai appelé mon ami qui est là-bas, la première question que cette dame chanteuse lui a posée, est-ce que les chenilles continuent toujours de tomber? Voilà. J'ai dit quoi? Toi, tu es en Europe, tu es en Allemagne, ici, tu penses toujours à tes chenilles? Elle dit, c'est notre culture, c'est notre tradition. Donc, c'était une façon de me dire qu'elle était vraiment fière de leur tradition. Donc, moi, j'ai compris qu'il ne faut pas rester longtemps avec eux. Donc, du coup, j'ai réduit. Donc, on organisait des tournées de 2 mois. Maintenant, j'en organise pour 1 mois, voire 3 semaines. Mais sinon, c'est des gens qui sont vraiment très attachés à leur culture. Il y en a aujourd'hui qui sont complexés, qui pensent peut-être qu'il faut vivre à l'image des Européens et autres. Mais ceux qui travaillent avec moi, les ACA, à aucun moment ils sont complexés. Donc personne n'a quitté le village aujourd'hui, s'est dit voilà, je vais tenter d'aller vivre en ville ou suivre. Personne n'est attiré. Personne n'est attiré de Rivka, personne n'est attiré. Voilà. Et ça m'enchante. Voilà, moi je suis très heureux de les voir fiers de leur culture. Et c'est avec cette vision que j'essaie de faire évoluer les choses. Même dans mes communications, j'œuvre beaucoup, je travaille beaucoup sur la valorisation et la préservation de cette culture. Parce que c'est une culture riche qu'on doit préserver et valoriser et non détruire. Tout à fait. Alors il y a un travail de fond actuellement qui a été effectué, amorcé par l'État congolais qui veut la scolarisation des peuples pygmées. Est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez qu'ils partent à l'école, qu'ils aient ce savoir que nous avons, ou est-ce que vous faites partie des gens qui disent il y a d'une part la civilisation, vous et votre monde, et d'autre part il y a les pygmées qui doivent conserver leur héritage ancestral? Moi je suis pas du côté du gouvernement qui veut rendre l'école obligatoire pour les enfants pygmées ou les enfants autochtones comme ils aiment le dire. Moi je suis pour la valorisation de l'école de la forêt. Parce qu'en fait en 23 ans que j'ai eu à parcourir la forêt avec les ACA, j'ai eu à constater un moment que la forêt c'est une université. Une université. La forêt est une école, une grande école. Et j'ai appelé autrefois cette école université, j'appelais cette université, j'appelais la forêt comme étant université de la forêt. Et moi, pendant mes communications, je me présentais comme étant un étudiant chercheur à l'université de la forêt. Mais de nos jours, j'utilise un peu plus le terme de l'école de la forêt. Parce qu'en fait, la forêt, c'est une grande école. La différence entre l'école de la forêt et l'école occidentale où toi et moi étions, ça se situe juste au niveau de l'écriture et de la lecture. Vous voyez, à l'école du blanc, l'école occidentale, pour apprendre là-bas, pour faire des études là-bas, il faut apprendre à lire et à écrire. Ce qui n'est pas le cas chez les pygmées. Là-bas, on n'a pas besoin d'écriture et de la lecture. Mais l'apprentissage là-bas, c'est fait par l'écoute, l'observation et l'imitation. C'est-à-dire, on écoute, on imite, on regarde, on imite. Mais sinon, du point de vue discipline, les 2 écoles, parce que là, on a 2 écoles en face de nous. Comme j'ai dit, l'école occidentale et l'école de la forêt, l'école des pygmées. Donc, du point de vue discipline, l'école occidentale a des disciplines. On a les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la littérature, etc. Mais au niveau de l'école de la forêt, il y a aussi des disciplines. Vous voyez, la connaissance des arbres, la connaissance des essences, c'est ce que nous appelons en français la botanique. La connaissance du monde animal, c'est ça que nous appelons la zoologie. La connaissance du comportement des animaux dans leur milieu naturel, c'est ça que nous appelons l'éthologie. Bonganga, c'est ça que nous appelons le chamanisme. Nous avons des disciplines telles que, bon, à l'école occidentale, on nous apprend la navigation forestière, maritime, fluviale, aérienne. C'est codé, hein? On ne pilote pas les avions comme ça. Voilà, on apprend. Donc dans la forêt, parcourir la forêt sans se perdre, c'est ça qu'on appelle la navigation forestière. Donc c'est une discipline. Donc dans la forêt, il y a aussi la musique. À l'école occidentale, il y a la musique. Donc dans les 2 écoles, il y a des disciplines à apprendre. Maintenant, le problème est qu'à l'école de la forêt, on n'apprend pas à un âge avancé. On apprend dès le bas âge. Tout petit, on commence à apprendre auprès des parents. Donc en regardant, en imitant et en écoutant et en imitant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'école occidentale, on apprend aussi dès le bas âge. Mais quand on prend un enfant pygmée, on l'emmène à l'école occidentale, à quel moment cet enfant va apprendre à l'école de la forêt? Ça sera difficile pour un enfant pygmée de suivre les 2 cursus à la fois, c'est-à-dire et le cursus de l'école occidentale et le cursus de l'école de la forêt. Non, c'est impossible. Il doit faire un choix. Et pour moi, ce choix, c'est l'école de la forêt. Pourquoi? Parce que avec ce qu'ils ont comme connaissance,
du monde de la forêt, ils ont un plus à apporter à l'humanité. Ouais. Parce que si vous les emmenez là-bas, comme ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on va remarquer? Tous ces enfants, ils apprendront à lire, ils apprendront à écrire, ils deviendront des fonctionnaires de l'État, des grands médecins, des grands professeurs, mais en conséquence, ils vont perdre tout ce qu'ils ont comme culture, tout ce qu'ils ont comme héritage culturel, parce que ça vient de loin. Vous voyez, leurs ancêtres, ils ont transmis aux générations d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive aux générations actuelles, on fait détruire. Donc nous risquerons de perdre par ignorance tout cet héritage. Et ça, c'est vraiment très dangereux. C'est là où je dis que nous risquerons de les perdre sans les avoir connus. Bon, pour nous qui avons eu la chance de parcourir la forêt avec eux, je peux vous garantir que ces gens sont capables d'apporter un plus à l'humanité avec leur connaissance inestimable des arcanes de la forêt. Donc ils sont capables d'apporter un plus au Congo. C'est parce que les Congolais ne le savent pas. Moi, je me suis toujours dit, je prends un exemple sur le plan militaire. Les pygmées peuvent contribuer à rendre l'armée congolaise très forte en combat de forêt. Vous voyez? Ils ont des techniques. Ils ont des techniques que nous ne connaissons pas, que les généraux de notre armée ne connaissent pas. Je peux citer par exemple les techniques d'invisibilité. Ça, c'est les techniques élémentaires pour tout enfant pygmée. Hommes comme femmes, ils sont obligés d'apprendre ça. Parce que quand je prends le cas par exemple des hommes, c'est des chasseurs-cueilleurs, tous ils sont appelés à chasser. Quand on pratique la chasse, dans le domaine de la chasse, on parle des petites chasses et des grandes chasses. Les petites chasses, c'est lorsqu'il consiste, il s'agit de tuer des bêtes telles que des gazelles, des antilopes et autres. Mais les grandes chasses, à l'époque, on les pratiquait quand on tuait par exemple des bêtes telles que les éléphants. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est protégé, ces animaux sont protégés, mais pour tuer autrefois des bêtes telles que les éléphants, des buffles, des gorilles, il fallait connaître ces grandes techniques parce qu'on ne se servait pas du fusil. Et on venait on se rapprochait de la bête avec la sagaie. Mais toi, tu ne peux pas t'approcher de l'éléphant comme ça, mais sinon il va t'atteindre, il va te tuer. Donc il faut connaître ces grandes techniques d'invisibilité. Tu viens au pied de l'animal, l'animal ne te voit pas. Vous voyez, toutes ces techniques, on peut les utiliser autrement, c'est-à-dire pendant la guerre. Voilà, l'ennemi vous attaque, vous faites recours à des techniques ancestrales et c'est comme ça que vous allez être victorieux. Ouais. Donc il y a tellement de choses, même sur le plan musical, regardez là où ils peuvent apporter des trucs. Moi j'ai eu la chance de passer un stage par exemple 2 mois au CNRS à Paris. C'était sur la musique pygmée. Je l'ai passé le stage sous la direction du professeur Simra Aram, qui a la référence mondiale en matière de musique pygmée. Voyez, ce stage. Je vais profiter en même temps de montrer. Ouais. Voilà. Derrière. Ça, ce sont les réalisations du groupe Ndima, sur du point de vue musical. Vous voyez, quand j'ai passé ce stage, j'avais des yeux fermés au départ, parce que vous savez, dans notre pays, nous n'apprenons pas vraiment la théorie musicale. Hein? Peu de gens apprennent la théorie musicale. Et au CNRS, le professeur Simra et ses disciples m'ont ouvert les yeux parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Quand je suis reparti dans la forêt, j'ai réécouté encore ces musiques, ayant maintenant les yeux ouverts, cela m'a permis d'initier une masterclass sur le chant pygmée. Et avec mon groupe, quand nous partons en tournée, on propose cet atelier de chant et on voit des grands musiciens, des musiciens professionnels venir par exemple apprendre auprès de nous. Ce qui veut dire que demain, avec les pygmées, nous aussi, on peut par exemple rêver de créer par exemple un conservatoire de musique pygmée. Mais les gens auront envie d'apprendre. Mais quand ils vont avoir cette envie d'apprendre, ils vont faire quoi? Ils ne vont pas nous attendre en Europe. Ils vont effectuer le voyage par exemple Paris, Brazzaville pour aller dans la forêt. Et à ce moment, nous allons leur dire que non, première condition d'apprentissage, de connaître d'apprentissage, c'est d'apprendre d'abord la langue pygmée. C'est comme ça que nous allons aussi valoriser nos langues. Pourquoi je le dis? Parce que nous, quand on quitte ici, tu vas aller étudier en Russie. La première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est d'apprendre la langue russe. Tu vas aller étudier aux États-Unis. La première des choses que tu dois faire, c'est quoi? Apprendre l'anglais. Mais pourquoi quand, par exemple, les Occidentaux, ils veulent venir étudier chez nous, on doit les enseigner toujours en français? Non, ça ne marche pas. Ils veulent aller apprendre chez les pygmées. La connaissance, apprenez aussi la langue. Et c'est comme ça que nous allons valoriser nos langues. C'est comme ça que nous allons aussi contribuer à la sauvegarde de nos langues. Pourquoi je le dis? Parce qu'actuellement, nos langues à nous sont menacées de disparition. Le français est en train de prendre le dessus. Partez un peu dans les familles des gens ici, vous allez voir, les enfants d'1 année, 2 ans, 3 ans, on leur exige même de parler français. Est-ce que c'est le choix des parents quelque part? Mais parce qu'ils sont complexés. Ils pensent que la meilleure langue, c'est la langue française. Ils vont voyager, donc c'est un plus. C'est une erreur de Risca. Par exemple, pour accéder aux secrets de la forêt, aux arcanes de la forêt, la première des choses, c'est l'apprentissage de la langue. Ils ne vont pas t'enseigner cette culture en langue française. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'apprends leur langue. Et ça me permet d'accéder à certains secrets. Et de le mettre, par exemple, au profit pour ma nation et autres. Ouais. Donc, nous devons apprendre à valoriser ce que nous avons. Raison pour laquelle je me dis que nous devons apprendre d'abord à valoriser le code de la forêt. Le code de la forêt, elle est riche. Il y a tellement de choses que nous pouvons enseigner à nos enfants et enseigner à l'humanité. Mais au lieu de faire ça, non, on veut tout détruire au nom de l'école occidentale. Non, comme j'ai dit tantôt, vous allez faire des pygmées, des fonctionnaires de l'État, des professeurs, mais en conséquence, ils vont perdre ça. Nous ne connaissons pas cette culture. Mais pourquoi nous voulons la détruire? Non, c'est l'ignorance qui nous fait ça. Donc, moi qui ai eu la chance, par exemple, d'apprendre, je veux édifier aussi les miens. Donc, vous et tous mes compatriotes congolais,
on a des richesses sous nos pieds, arrêtons de, voilà, à valoriser, arrêtons de penser que toutes les richesses, tout ce qui est bon, ça se trouve en Europe ou bien, je ne sais pas, en Amérique, etc. Alors, en parlant de musique, Sorel, on est en train d'écouter une dame depuis tout à l'heure, en train de chanter. Alors, je ne sais pas, c'est moi qui entends mal, elle a une tonalité, elle a des intonations, l'impression que c'est cyclique. Elle chante quoi en fait? Bon, ça c'est par exemple une berceuse, on va essayer d'augmenter un peu le volume. D'accord. Ah, attends, voilà. Voilà. Là, elle chante une berceuse. Et ce qui nous attire, ou attire l'attention par exemple de la personne qui n'a pas encore écouté les chants pygmées, c'est la voix, le yodel. Le yodel, c'est l'alternance de la voix de tête et de la voix de poitrine. Et ils appellent ça diyenge. Voilà, par exemple là, elle fait le yodel. Voilà. Ça, c'est un élément d'identité des pygmées. On les reconnaît aisément à travers aussi cette façon de chanter. Voilà. Parce que elle chante quoi en fait? Bon, dans la chanson, elle dit peu importe mon côté négatif, peu importe mon sale caractère, il demande à ses parents de ne pas l'exposer, mais plutôt de la protéger. Voilà. Et le titre de la chanson, c'est Bobé. Mais c'est une dame qui tourne aussi avec moi. Hein. Elle a fait la Suisse avec moi, elle a joué à Genève, elle a participé à plusieurs tournées avec moi. Elle était en France, en Suisse, en Belgique. Voilà. Et elle le transmet, cet héritage qu'elle a acquis à ses enfants en disant voilà, moi j'ai connu deux civilisations. Elle était par exemple à Genève et elle revient vivre dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants? Méfiez-vous quand vous grandirez. Bon, mais quand elle repart, en fait, ça, elle c'est même l'une des chanteuses qui n'est même pas attirée par l'Europe. Vraiment, Micheline Mokoma, elle n'est pas vraiment attirée à l'Europe. C'est une chanteuse qui est fière. Il y a des moments où je dis allons en tournée. Elle ne veut pas. Voilà. Donc pour eux, à un moment donné, les tournées, bon, ça les permet de rencontrer d'autres peuples. Mais après, voilà, hein, ça ne les intéresse pas quoi. Voilà. Et c'est des gens qui sont vraiment fiers de vivre dans la forêt. Parce que vous voyez, la forêt, à la différence avec la vie, la société dans laquelle nous vivons, la société de consommation. Même pour nous les Bantous, c'est très dur de vivre dans cette société de consommation. Il faut avoir de l'argent, il faut. Alors que dans la forêt, ce n'est pas le cas. Là-bas, on n'achète rien. On va prendre ce que la nature vous donne. Vous voyez? D'ailleurs, la question, il y a une problématique sur la conservation des espèces avec les eaux et forêts. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des espèces qui sont protégées et eux, ils vivent de la chasse et de la pêche. Est-ce que quelque part, ils ont des problèmes avec l'État qui aujourd'hui leur met des restrictions sur leur mode de vie, sur leur mode de consommation? Bon, oui, mais c'est sur cette problématique, en tout cas, puisqu'ils ont l'information, hein, ils ont l'information qu'il y a des animaux qu'on ne peut plus tuer. Si tu tues l'éléphant, tu fais la prison, tu tues le gorille, tu fais la prison, ça ils connaissent, hein, ils ont l'information. Maintenant, après, c'est autrefois qu'ils passaient un peu leur temps à manger ces animaux interdits. Aujourd'hui, ils se consacrent à ce qui n'est pas interdit et il n'y a pas de souci. Hein. Sorel, on va faire un tour sur tout ce qu'il y a ici, vous allez m'expliquer. Parce que moi je suis intriguée par... Voilà. Bon, on va commencer au coin là-bas. Voilà. Nous avons, par exemple là, la hotte des femmes. Hein, c'est qu'on appelle en langue aka Ikwa. Ikwa, c'est une hotte. Je peux même retirer ça. Ça c'est pour vous les dames, tu vois, ça se porte. Pour toi qui as quitté. Ouais, voilà, au dos là, voilà. Attends, tu es devenu. Tu as quitté le pays, ça fait. Ouais. Tu vois. Ah bon, tu vois un peu non? Bon, je te donne juste une idée. Voilà. Tu vois, ça c'est la hotte. J'ai les excès de la civilisation. Voilà, tu as les excès de la. Voilà. Donc ça, hein, c'est pour porter des aliments. Porter les aliments. Voilà, et bien des choses. Ok. Là, ici, par exemple, on a ce qu'on appelle Esomba. Esomba, c'est un mortier. C'est un mortier Aka. À la différence avec le mortier Bantou, on voit le mortier Bantou, c'est plus en hauteur. Hein? Et chez eux, c'est plus horizontal. Donc la cavité, elle est petite, mais on peut piler le saka de toute une famille là. D'accord. Voilà, on met le saka, on pile, on enlève, on met de côté, etc. Voilà, donc c'est le saka, c'est le Esomba, le mortier. Et il y a un autre mortier qui présente deux cavités. Par exemple, on voit, là on peut piler le saka, ici on peut piler les noix de palme. On appelle ça toujours Esomba. Maintenant, essaie de tenir, ça pèse. Ouais. Ça pèse. Et les Aka, les pygmées évoluent dans ce que nous appelons la civilisation de l'éphémère. En fait, c'est des nomades. Tu vois, ils n'ont pas la culture d'accumuler les biens. Quand ils se déplacent, ils abandonnent. Aujourd'hui, dans nos forêts, il y a des gens qui ont planté des feuilles de manioc partout de Saka. Mais quand ils arrivent dans un autre campement, ils veulent s'installer, ils veulent manger les Saka.
confectionner un autre mortier, ça prend du temps. Donc dans ces cas, ils peuvent se servir d'un bois. Essaie de toucher là. Voilà. Il y a des piquants là. Là, ça devient une râpeuse. Ils peuvent écraser le saca. Ah, voilà, ça devient une râpeuse. Là, on peut remarquer même sur cette photo, c'est vrai qu'elle n'est pas claire, mais dans l'album photo, la photo elle est claire. Donc ça devient une râpeuse. Voilà, pour râper le saca. On appelle ça ébolo. Voilà, ébolo. Maintenant, pour manger, pour faire la cuisine, on doit saler la nourriture. Or, le sel que nous utilisons dans nos cuisines, ça c'est le sel européen, c'est pas notre sel à nous. Mais dans la forêt, comment font-ils? Ils se servent par exemple des écorces de mbala. Ces écorces, on les brûle. Quand on les brûle, ça se transforme en cendre. On prend cette cendre, on passe dans l'entonnoir avec un peu d'eau et la mixture obtenue, c'est ça qui est utilisé pour saler la nourriture. Voilà, on appelle ça mokwa. Maintenant, ça, c'est des bâtons à fouir, à creuser. Par exemple, eux, nous, on utilise comme féculent le pain, les bananes, du manioc, etc. Mais dans la forêt, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de manioc et autres. Donc, ils ont des racines comestibles qu'ils peuvent collecter en se servant d'un bâton à fouir. Donc, ils creusent avec ce bâton. Et ce bâton, on l'appelle mupana. Voilà. Après avoir mangé, on veut se désaltérer. Mais quand on se retrouve à un endroit où il n'y a pas de rivière, on fait comment? Donc, il est important de connaître les différents types de lianes à eau. Là, par exemple, cette liane, on appelle ça mbiako. Celle-ci, on appelle elendi ou elende. Et celle-là, on appelle ça tongo. Donc, vous repérez l'une des lianes, vous coupez de part et d'autre et vous mettez devant votre bouche et à l'eau qui coule. Nous allons voir tout à l'heure à travers les vidéos. Je vais vous montrer. Maintenant, ça, ici, on a des luminaires. Luminaire, comme ça vient du mot lumière. Je vais chercher un morceau, par exemple. Voilà. Bon, on va utiliser les allumettes qui ne sont pas de la culture Aka. Ils ont leur technique à eux d'obtenir le feu. Je peux faire par exemple ça. Voilà, j'allume. Voilà. Voilà. Voilà, c'est un luminaire. Là, c'est pour éclairer la hutte. On peut éclairer le campement avec. Et là, ça tient combien de temps? Par rapport à la grosseur de la bougie, comme ça se consume, ça peut faire, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, cela dépend de la grosseur. Parce qu'il y a des résines qui sont un peu plus grosses que les autres, quoi. Voilà. Donc cette résine, on appelle ça paka ou mapaka. Mais il y a une autre résine qu'on appelle jikingi. Ça aussi, ça s'allume. Donc il y a plusieurs qualités. Ça, c'est un coque de fruits. Voilà. Qu'on utilise aussi comme luminaire. Voilà. Ça aussi, ça s'allume. Voilà. Il y a une autre qualité qu'on appelle mobengi. Mobengi, si j'allume aussi, ça va prendre feu. Tu vois, là, ça devient comme une torche. Je peux allumer là, je peux me balader avec dans la forêt comme ça, comme étant une torche. Ou je peux prendre, mettre, enfoncer dans le sol, et après, ça éclaire pour tout le monde. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ce que j'allais faire ceci. Et ça sent quoi? Heureusement que tu as anticipé. Oui, ça sent l'encens. Maintenant, dans la tradition Aka, les devins, les nganga, ce que nous appelons souvent féticheurs, les chamans, ils s'en servent pour faire la divination. Tu peux voir Doriska, tu reviens de l'Europe, de la France, tu es au Congo. Voilà, tu vas plus repartir, tu vas rester ici. Tu aimerais bien rester ici. Voilà. Mais à l'époque, il y avait des travaux forcés qu'on donnait aux gens pour aller collecter les résines. On a retrouvé encore des dépôts des endroits où on donnait des travaux forcés aux gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec, mais souvent les gens, ils utilisent des termes de copal pour désigner cette résine-là. Bon, qu'est-ce qu'on fabriquait avec? Oui. Mais voilà, je vais vous montrer, on verra tout à l'heure à travers des vidéos. La différence entre la résine de Mapaka et la résine de Mobengi, c'est quoi? Cette résine apparaît sur des arbres. Il y a une photo, voilà. Par exemple là, ça apparaît, ça forme des masses sur des arbres. Et on doit grimper pour le détacher et on obtient ça. Mais par contre, pour le cas de Mobengi, il faut extraire. On fait l'extraction, c'est-à-dire on incise l'arbre, après on commence à extraire la résine. Donc quand on a la résine, on extrait, ça est là par exemple, et on emballe dans un paquet de feuilles. D'accord. Mais c'est bizarre, moi j'ai cru que c'était du manioc tout à l'heure. Non, pas du manioc. Ça c'est vraiment la résine. Même si tu vois tel que ça est là, tu vois si je fais ça, tu vois, tu verrais que ça va s'allumer. Tu vois. On regardera tout à l'heure, voilà, la différence entre Paka et Mobengi. Maintenant, les techniques d'obtention du feu, ça j'ai vu chez les pygmées Benzélé, on appelle ces morceaux de bois ngwenge. Là on fait une petite cavité. Attends, on va prendre ça. Tu fais une petite cavité là.
Tu connais la technique, non? Tu as suivi à travers les documentaires, voilà, le bois, on appelle ça ngwenge. Maintenant, après avoir obtenu le feu, à chaque fois que vous aurez besoin du feu, vous n'allez pas faire la même chose. Donc, il faut conserver le feu. Et on fait comment? On brûle par exemple un gros arbre. Hein? Et l'arbre reste allumé pendant une semaine, pendant 2 semaines. Toutefois que vous avez besoin du feu, vous partez seulement chercher la braise. Allez, ça c'est une technique de conservation du feu. Maintenant, ça c'est un récipient à cas. Vous voyez, c'est fait avec l'écorce d'un arbre. C'est un récipient en écorce battue. On appelle ça moseke. Aujourd'hui, les gens utilisent plus ces récipients en aluminium ou en plastique, mais sinon traditionnellement, les Akas, ils ont les récipients à eux. Il y a un autre récipient qu'on peut voir aussi en hauteur. On appelle ça, voilà, on appelle ça penji. On regardera aussi les photos, ça on appelle ça penji. Donc, dans ces récipients, on peut mettre l'eau. Mais pourvu que les feuilles de marron tassé, donc ça c'est les feuilles qu'on utilise pour emballer les maniocs. On appelle ça les feuilles de marron tassé. Donc là, du coup, c'est étanche, ils peuvent mettre l'eau. Mais là, les feuilles ont séché. Il faut remettre les feuilles neuves. Voilà, vous pouvez mettre de l'eau et ça ne coule pas. Voilà, ça c'est des récipients traditionnels. Mais ce récipient, il est plus utilisé pendant la collecte du miel. Quand on fait la collecte du miel, parce qu'il y a 2 techniques de collecte. Soit on grimpe l'arbre ou on abat l'arbre. Mais quand on fait par la technique de grimpage, le panier assure la liaison entre le grimpeur principal, qui a pour mission d'introduire la main dans la ruche d'abeille. C'est-à-dire quand il introduit la main, il récupère les reins de miel, il les met à l'intérieur. Il se sert de cette corde, une longue corde. Il fait descendre le panier. Ceux qui sont au pied, l'assistant qui est au pied de l'arbre, il recueille les reins de miel, il met à côté. Après, il lui renvoie le panier. Donc on a 2 récipients qu'on utilise chez les Akas. Donc il y a penji. Penji, c'est ce que je remets là. Et moseke. Moseke, c'est le récipient en écorce battue. Bon, ce qui est un peu regrettable, c'est que ces objets-là, pour trouver les fabricants, ça commence à devenir un peu rare. Parce que les enfants sont plus attirés vers tout ce qui est occidental. Et donc les anciens qui ont l'habitude de confectionner ça, ils meurent, ils partent avec leur savoir. Et c'est ça qui est regrettable. Voilà. Et ce petit coffret, on appelle Sangamata. Ça, c'est plus utilisé par les Nganga, les féticheurs, les chamans. Donc, ils peuvent garder leur fétiche. Voilà. Mais si tu oses, par exemple, ouvrir le coffret d'un Nganga, d'un chaman, ça va te rappeler un peu le mythe de Pandore. Tu connais bien, non? Pandore qui avait ouvert la jarre qui contenait tous les mots. Voilà. J'ai eu aussi un témoignage comme ça, d'un pygmée qui disait qu'il avait ouvert le Ngamata, le coffret de son oncle, là où il était dans la forêt. Ça avait soulevé le vent, donc d'une manière terrible. Lui, il avait su qu'un... On a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Voilà. Et ça, c'est un gobelet. Le gobelet Aka, c'est le coq aussi d'un fruit. On appelle ça Djipombe. Dans la mythologie pygmée Aka, on dit qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore de femmes, les hommes se servaient pour faire l'amour. Ils mettaient leur bangala là. On n'a rien entendu. Donc pour dire qu'ils ont aussi leur mythe. Donc ils ont aussi leur littérature orale. D'accord. Voilà. Parlons aussi de sexualité. Comment ça se passe? Mariage. Sexualité, c'est pas un sujet tabou chez les Akas. Chez nous ici, quand on dit, on utilise des termes là, ça, les gens crient. Ça c'est scandaleux. Non, nous là-bas dans notre monde, on appelle chien par chien, chat par chat. Donc les parents, les mamans, ils enseignent la sexualité à leurs enfants. Les papas aussi, ils font la même chose pour leurs papas. Vous allez certainement avoir le CD, hein, acheter le CD comme vous le voulez. Vous remarquerez qu'il y a des chants qui sont un peu liés à la sexualité. Pourquoi? Parce que la réussite d'un mariage, c'est tout ça. Quand toi tu ne bonnes pas, qu'est-ce que ta femme va faire avec toi? Il ne fera rien avec toi. Ça va me fâcher plus. Quand la femme aussi, là-bas, l'organe génital est mal entretenu, etc., qu'est-ce que l'homme va faire avec toi? Et vous remarquez que dans les chants pygmées, par exemple, toi, l'homme, tu ne bonnes pas. Tu fais l'amour avec, hein, tu cherches à faire l'amour avec une femme. Et cette dernière découvre que non, toi là-bas, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il va faire? La femme va aller raconter à tout le village que Frédéric, François, un tel que vous le voyez, bon là, ça ne marche pas. Et on va en faire le sujet d'une chanson. Donc dans tous les villages, on va chanter maintenant. Mais c'est gênant, tu vois. Idem aussi pour la femme. Si l'homme découvre que là-bas aussi, c'est n'importe quoi, il va raconter à tous les villages et ça va devenir le thème d'une chanson. Et du coup, c'est vécu comment? Mais ça, tu deviens la risée par exemple du village. Et pour éviter cela, le village mais tu vas quitter pour aller où? On finira par te découvrir aussi là-bas ta faiblesse. Donc ce qui veut dire que ce qui fait à ce que les parents enseignent très tôt ces histoires à leurs enfants. Donc papa montre à son fils, il dit ça c'est le bois bondé. Quand tu as un problème par exemple sexuel, tu ne bondes plus, ton bangala ne fonctionne plus bien, utilise telle formule, telle formule, telle formule. Et tu remarqueras que même nous qui sommes là-bas, les hommes, souvent on a des incisions au niveau du dos là. Parce qu'on doit réparer cet appareil. Les femmes aussi...
Voilà, les femmes aussi font la même chose. Parce qu'on peut te faire aussi des incisions pour te rendre efficace, hein, toujours forte au lit, hein, inépuisable, tu vois. Donc, tu comprendras que la sexualité, chez les pygmées, n'est pas un sujet tabou. Et dans notre société, on remarque que c'est un tabou. Par exemple à Brazzaville ici, c'est difficile de voir une maman parler sexualité avec sa fille, difficile de voir un papa parler sexualité avec son enfant. Voilà pourquoi on constate, on remarque beaucoup d'échecs dans le mariage. Tu vois, tu as un grand garçon qui est là, qui ne bonde pas, toi le papa tu n'es même pas informé. Tu vois, du coup tout ça parce que vous n'en parlez pas. Or, si vous avez l'habitude d'en parler, l'enfant peut te soumettre son problème, il dit papa, moi là où je suis là, en tout cas ça ne marche pas, et du coup papa peut dire non, fais ceci, fais cela. Mais comme on n'en parle pas, et la conséquence c'est quoi? C'est l'échec, hein, dans le mariage. Voilà, donc chez les pygmées, c'est pas tabou. Ça marche. Alors on continue. Là, c'est le bois rouge de Padouk, qu'on appelle mongolais au Longaka. En fait, le bois rouge permet d'obtenir la pâte de Padouk. Là, vous touchez maintenant la poudre de Padouk. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette pâte? Là, par exemple, on a 2 morceaux de bois, ça forme une paire. On met un peu d'eau, un peu de sable dessus et on frotte l'un sur l'autre. Ça nous permet d'obtenir la pâte rouge de Padouk. Et cette pâte est utilisée pour teinter les jupes raffia. Vous voyez, par exemple là, les jupes raffia, c'est des tenues que nous utilisons plus pour la danse, sont teintes en rouge et en noir. Le rouge, c'est le bois rouge de Padouk. Voilà. Ah, mais elles sont très minces les femmes à du coup. Voilà, ça c'était confectionné par des femmes bantoues, mais les femmes pygmées aussi les font. Donc le rouge, c'est ça, le bois rouge de Padouk. Et le noir, c'est obtenu avec les écorces du bois noir d'ébène. Parce que les écorces du bois noir d'ébène produisent la teinture noire. Voilà. Maintenant, la même pâte séchée nous donne la poudre. Et cette poudre, on utilise aussi pour les maquillages. Voilà. Mais sinon, traditionnellement, les pygmées, ils ont leur jupe en matière végétale, ça là, qu'on appelle bandoudou. Vous voyez, c'est des feuilles de la forêt, mais ça, c'est des jupes éphémères, à la différence des malambas. Ça met plus de temps. Voilà. Vous voyez, quand la jupe n'est pas encore, quand on n'a pas encore teinté, ça donne ça. Voilà. Voilà. Maintenant, quand on apporte le bois rouge de Padouk, ça nous donne ce que nous avons vu en bas là. Voilà. Ça fait partie de l'artisanat Ata. Et on a aussi le filet de chasse. Bon. Le filet de chasse, on appelle boukia. C'est toujours à base de plantes. À base de plantes. Ouais. Vous remarquez que tout ce qu'il confectionne, c'est à base de plantes. Mais quand vous remarquez par exemple l'élément fer, hein, je peux prendre par exemple pour la hache, voyez, l'élément fer, là, ils obtiennent ça à partir des échanges avec les bantous. Voilà, parce qu'il y a des rapports d'échange qui existent entre les pygmées et les bantous. Voilà. Ici, par exemple, aussi, on a un autre filet. C'est un piège qu'on appelle toba. Ça, c'est pour les petits animaux. Voilà, c'est destiné à capturer les terriers, les animaux qui s'éterrent. Par terrier, on a des porcs-épics, hein, des atterrures. On a des rats, des rongeurs. Voilà, on capture à base de ça. Vous voyez, les matières sont toujours végétales. On a la liane, on a les fibres de mucosa qui permettent d'obtenir... C'est eux qui respectent la planète. Mais évidemment, mais vous savez, aujourd'hui, quand on parle du développement durable et ces histoires-là, mais eux, ils connaissent le développement durable depuis longtemps. Ils ont toujours géré la forêt de manière durable. C'est nous les véritables destructeurs. Et ils n'ont jamais détruit la forêt. Et par là, vous allez comprendre que le monde, regarde, c'est un cycle. Hein? Il y a des gens qui sont partis jusqu'à la Lune. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de revenir au point, à la case départ. Voilà. Mais les cales sont toujours restés à la case départ. Ce sont les pygmées que nous avons traités des gens des non civilisés, etc. Mais là, nous courons derrière ce qu'ils détiennent encore. Au lieu que nous les encourageons à nous montrer ça, non, on veut les emmener à nous suivre là où nous étions partis, nous sommes partis. Mais imaginez qu'ils perdent tout ça. Mais que deviendrons-nous? Une part de l'histoire. Voilà, donc c'est une part. Voilà, ça c'est une erreur grave. Et là, on est toujours, là on est dans les armes. On a les saguets. Ça c'est le likongo. Ce qui a plus pointu là, ça c'est le ndaba. Et non, ça c'est le ngwangue plutôt. On peut pratiquer aussi la pêche avec. Et on a un saguet arpent qu'on appelle ndaba. Voilà. Mais les lames de fer, comme j'ai dit tantôt, sont obtenues à base à partir des échanges. Ça par exemple, tu peux imaginer c'est quoi? Essaie de toucher. Voilà, c'est comme une gilette. Voilà. Et tu peux imaginer, ça sert à quoi ça? À couper. À couper quoi? Imagine. Pour toi une femme. Non, pour toi une femme. Ah, l'excision? Je continue. Le cordon ombilical. Voilà. Tu vois? D'accord.
Le nom commence à m'échapper, je pense que ça doit être Coca. Voilà, le nom m'a échappé là. Voilà, ça sert à couper le cordon ombilical. Voilà. Et ça, ça s'est un peu déformé. C'est le rhombe, en fait c'est un morceau de bois sur lequel on joint un fil. Quand on fait tourner ça, en fait, vous voyez, quand la panthère capture les singes, hein, parce que la panthère capture les singes, elle se sert de sa queue. Quand elle fait tourner la queue, ça produit un son. Vroom, vroom, vroom. Maintenant, les pygmées étant chasseurs, ils se sentent inspirés de la manière dont la panthère capture les singes. Donc, cet instrument-là, quand ils font tourner ça, ça produit ce son-là, le même son. Donc, on appelle ça le rhombe. Et du coup, ça attire les animaux vers eux, ils peuvent les tuer. Maintenant, il déconseille. Il dit, il ne faut pas utiliser ça dans une forêt où il y a des panthères. Sinon, la panthère va penser que c'est son ami qui est en train de l'appeler. D'accord. Voilà. Mais je pense que ça doit être aussi utilisé pendant un rituel, le rituel quand on tue par exemple l'éléphant. Bon, ça c'est la colle obtenue à partir de la cire d'abeille. On appelle ça dobi. Dobi, en fait, on joint ça à l'arbalète. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je te montrerai tout à l'heure là-bas. Voilà. Ici, on a... Ça se trouve dans des grottes? Non, pas vraiment des grottes. Ça, on trouve aussi dans la forêt. En fait, c'est un sifflet. C'est le terrier, une bestiole. En fait, les femmes l'utilisent comme étant un sifflet. Tu vois, par exemple, nous, quand on est ici en ville, quand on se fixe sur rendez-vous, je peux te dire, écoute Doriska, rejoins-moi là où se trouve tel lieu, rejoins-moi là où se trouve le CHU. Il y a des repères. Bon, quand deux personnes, par exemple, veulent se voir, surtout les femmes, quand ils veulent se voir avec leurs copains. Donc, ils font usage de ce sifflet-là. Quand elles sifflent, ça permet aux copains de repérer à quel endroit se trouve. Voilà, la copine se trouve. L'homme peut utiliser, par exemple, ça c'est la flûte des hommes, hein, on appelle mobio, et ça c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Voilà, qu'on appelle mobeke. Donc ça ils utilisent ça pour se faire repérer dans la forêt, quoi. Quand ils se fixent rendez-vous avec leurs copains. Voilà. Il y a ça. Et ça c'est des pipes. Ça c'est une pipe aka qu'on appelle aussi mokwa. Maintenant là par exemple on a la natte en écorce battue. Vous voyez, nous aujourd'hui on utilise la mousse, on lit en bois et autres. Mais traditionnellement les aka font recours à la natte qu'on appelle dikoko. Donc pour obtenir cette natte, il suffit de repérer l'arbre qu'on appelle motunga, vous délimitez la dimension que vous voulez obtenir, vous coupez de part et d'autre et ça vous donne cette natte. Mais la natte en question a été utilisée aussi pour enterrer les morts. Voilà, dans la tradition pygmée, c'est ça qu'on utilisait pour enterrer les morts. Mais aujourd'hui, ils commencent aussi à faire usage des cercueils comme nous le faisons. Et donc du coup, ça c'est quoi? Ça c'est un instrument de musique, c'est l'arc musical qu'on appelle mbela. Voilà, donc ça se joue, on met la corde près de la bouche, tu auras tout à l'heure le son, tu verras, on va voir. Et dans la tradition pygmée, quand on joue l'arc, c'était pour pousser les animaux vers les pièges. D'accord. Voilà, pousser les animaux. Vous faites pas n'importe quel piège, hein. Vous faites juste des pièges à coller et au coucher du soleil, vous jouez l'arc dans les cours sacrés, pousse les animaux vers les pièges. D'accord. Voilà. Et on a aussi un autre instrument qui était utilisé, c'est la harpe sitar, qu'on appelle... Mondoumé, non, ça il faut placer comme ça, tu vois, tout est en matière végétale. Donc tu as une calebasse qui sert de caisse de résonance, hein, on fait comme ça, et quand tu joues le son, ça, voilà. Hein, c'était aussi utilisé pour la chasse, mais aujourd'hui c'est des instruments qu'ils n'utilisent presque plus, voilà. Parce que dans d'autres localités, on est en train de leur apporter des musiques modernes. Vous savez que on a vu sur YouTube, il y a pas mal de... Ah, mais oui, voilà, oui. Et aujourd'hui, même dans la musique des DJ là, hein, comment ça s'appelle ça, des copies décalées, il y a maintenant des DJ pygmées. On reconnaît les pygmées facilement par cet objet. Alors ça c'est très élaboré. Hein. Ah ouais, ça c'est une arbalète. D'accord. Ah ouais. On appelle ça mbano. Je vais profiter de te faire découvrir un autre morceau. Voilà. Voilà. L'arbalète qu'on appelle mbano, mais peu d'enfants à Aka aujourd'hui savent la confectionner. Tu vois, on perd tout. Et du coup, comment ils gèrent les conflits? Bon, si tu observes... La famille.
Les conflits de la famille, bon, après, ça dépend peut-être... Avec le voisin aussi. Ça dépend des conflits. Tu sais, on vit dans une société, dans leur société traditionnelle, il n'y a pas vraiment de loi. Hein. Tu vois, c'est un peu comme la jungle. Tu vois, à un moment donné, quand ils ont des problèmes, c'est le plus fort qui gagne. Ils peuvent ils se battent. Hein. Moi, j'ai vu, par exemple, quand il y a eu des problèmes, soit dans le domaine sentimental, il y a eu des gens qui se sont entretués comme ça. Après, comme il y a les voisins bantous qui sont toujours à côté, hein, ils apportent la loi... La loi de l'État, quoi. Voilà, aujourd'hui, il y a des pygmées, voilà, pour arranger les choses, il y a des pygmées qu'on peut emmener juger soit à la gendarmerie et autres, ou bien à la justice, hein, par rapport aux faits qu'ils ont commis. Parce qu'ils sont dans leur monde et ils sont jugés dans la civilisation. Bon, comme ils habitent, ceux qui sont dans le territoire congolais, ils sont des Congolais, donc tout le monde est soumis à la réglementation congolaise. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Mais sinon, il y a d'autres conflits, les gens, ils préfèrent... Il y en a qui peuvent régler ça de manière même ésotérique. Tu vois, tu m'as fait ceci, bah attends, on va voir. Donc si toi tu connais par exemple les méthodes ésotériques plus fortes, tu peux chercher à atteindre l'autre, à lui faire mal mystiquement. Tu peux, c'est aussi une façon de régler certains conflits, quoi. Voilà. Tout à l'heure j'ai parlé de l'extraction de Mobengi. Mobengi, c'est le luminaire que tu as de l'autre côté là-bas. Tu vois, bon, pour extraire le Mobengi, il faut inciser l'arbre. Tu vois, on a incisé l'arbre et après on commence maintenant à extraire la résine, hein, qu'on emballe dans le paquet de feuilles, qu'on brûle et ça éclaire la maison. Tu vois, les fichiers là, je les ai préparés surtout pour les élèves quand ils arrivent, parce que tu montres l'objet. L'objet, il est mort, il n'est vu plus. Mais après, il faut enseigner à l'enfant comment est-ce qu'on fait pour obtenir. Ça, c'est un exemple, par exemple, pour le Mobengi. Maintenant, pour le cas de Mapaka, on va voir que le Mapaka, il apparaît sur l'arbre et on grimpe. Voilà. Donc souvent c'est en hauteur. Vous grimpez, vous? Moi je ne sais pas grimper. Est-ce que j'ai encore l'âge d'apprendre ça? Voilà pourquoi je te dis souvent à l'école de la forêt, on apprend dès le bas âge. Hein? Si je mets le volume, attends, tu vas. De chute. Mais il y a des risques. Là je te montre, je te fais comprendre que la forêt est vraiment une école. Tu entends des voix en bas. C'est des aînés. Parce que les aînés ont déjà dépassé cette étape-là. Tu vois? Ils sont en train de l'orienter. Ils sont en train de l'orienter. Tu comprends? Là, les aînés l'orientent. On ne fait pas ceci, on ne grimpe pas comme ceci, on ne grimpe pas comme cela. On va les suivre. Parce que tout à l'heure, tu vas poser une question sur le mariage. Pour se marier dans la tradition Aka, qu'est-ce qui se passe? Le futur gendre, le futur marié, il subit une preuve qu'on appelle par Bokopé. D'accord. Bokopé, c'est une épreuve test. C'est une épreuve qui consiste à ce que le futur gendre aille habiter chez la future belle famille pendant une période donnée. Et pendant cette période, il doit montrer de quoi il est capable. C'est-à-dire, il doit s'occuper de sa femme devant sa belle famille. Il doit montrer ses qualités, ses compétences. Et ça va rassurer la belle famille. Pourquoi? Quand il va réussir à cette épreuve, il pourra prendre sa femme, aller habiter avec elle dans son village ou à n'importe quel endroit qu'il voudra. Mais les parents de la fille seront au moins garantis que là où notre fille sont rassurés, que là où notre fille est partie, elle ne va pas crever de faim parce que son mari c'est un brave, son ami c'est un grand chasseur, etc. etc. Et c'est ça qui nous manque actuellement dans la civilisation. C'est ça qui nous manque actuellement dans la civilisation. Donc on peut. Ça les hommes qui vont suivre ça. Évidemment, on peut épouser un gros paresseux qui a juste des parents riches, bon, on lui donne de l'argent. Or là-bas, il n'y a pas une histoire d'argent, ce sont tes capacités. Maintenant, toi, pour réussir à ton mariage, tu dois être formé par tes parents. Parce que quand il y a des gens qui connaissent l'échec, hein, qui n'arrivent pas à réussir cette épreuve. Et du coup, on accuse qui? On s'en prend à qui? On s'en prend aux parents. Une fille qui ne s'est pas préparée dans le foyer conjugal, on accuse qui? C'est sa maman. Parce que la maman n'a pas fait son travail. Un garçon qui ne réussit pas, on accuse qui? Son papa. Voilà pourquoi. Très tôt, papa doit parcourir la forêt avec son fils. Parce que c'est lui qui doit l'enseigner. Le frère aîné doit parcourir la forêt avec son petit frère. Parce que c'est lui qui doit l'enseigner. Maman doit parcourir la forêt avec sa fille. Et la sœur aînée doit parcourir la forêt avec son enfant. C'est ça qu'on appelle l'école de la forêt. Et on doit lui enseigner toutes les disciplines liées à l'école de la forêt. La botanique, la zoologie, l'éthologie, et ceci, c'est là, toutes les disciplines. Et là, par exemple, quand il va habiter, par exemple, dans un campement, parce que quand on dit campement, c'est pas toujours 50 ou 100. Non, non, vous pouvez être à 2, vous formez votre campement, ou à 4. Mais imagine que tu vis dans la forêt, au cœur de la forêt avec ta femme, et que quelque chose de mauvais vous arrive. Tu vas faire comment? Courir au village pour aller chercher secours?
Non. Or, quand tu as été bien formé, tu as suivi tous les enseignements. Les enseignements du monde visible et les enseignements du monde invisible. Parce qu'il y a ça. Les grands enseignements, ils les suivent dans les sanctuaires. Tu vois, ils passent par des initiations et là-bas, dans les sanctuaires, on les enseigne les grands secrets de la forêt. Les secrets auxquels ils sont interdits de dire, par exemple, au reste du monde. De dire en public comme ça. Tu vois, même moi, pendant notre émission, il y a des choses que je peux dire. Mais d'autres, je ne peux pas dire. Si je me permettais de le dire, les gardiens des traditions, ils seront mécontents. Ils vont se dire, mais celui-là qui lui a donné le droit de dire X ou Y chose. Et quand tu vas commencer à bénéficier de ces enseignements, c'est là où tu vas comprendre que eux, les pygmées, sont encore détenteurs du savoir ancestral. Et capables d'apporter plus à l'humanité. Donc, tel qu'ils sont l'enfant en train de faire là, les aînés sont assis, ils sont en train de le corriger. Moi, un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi vous laissez l'enfant faire au lieu que vous puissiez travailler? Ils disent, non, nous, on connaît déjà. C'est lui qui doit apprendre. Parce que demain, il va se marier. Mais s'il n'a pas appris, comment va-t-il affronter cette épreuve-là? Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est important pour ces enfants de commencer d'abord par l'école de la forêt. L'école de la forêt doit d'abord être une priorité. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre là-bas. S'il manque ça, ils seront maintenant pygmées de nom. Parce qu'on les voit, il y a des autochtones ici, des pygmées qu'on voit en ville. Ils se disent pygmées, mais vous leur demandez de démontrer réellement s'ils sont pygmées. Non, non, ils ne peuvent pas. Tu vois, ils ne connaissent plus absolument rien. Les tambours d'eau. On va écouter ça. Tambour d'eau que nous allons nous séparer, Sorel. Merci sur ce très long voyage qui était difficile de nous séparer. Une très très belle aventure. Et j'espère que la prochaine fois on se retrouvera chez les Aka qui vont m'accepter pour un petit séjour pour venir les rendre visite. On se verra aussi l'année prochaine en tournée. On va chez nous, de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'on sera en Italie, il y a la Pologne qui s'est prononcée, la France, on sera en Suisse, surtout pour toi qui vis en Suisse. On se verra là-bas et puis tu viendras les filmer pendant le concert. Oui. Voilà. Merci à vous tous qui nous suivez sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ici à Talangaï, dans ce fameux musée, le musée Aka. N'hésitez pas à venir ici, Sorel est là, il est ouvert. Voilà, il a aussi besoin de soutien pour entretenir la mémoire du peuple Aka. Donc venez ici, c'est un très haut lieu, c'est un sanctuaire ici. Voilà, j'ai été porté pendant tout ce voyage ici, avec la musique, tout ce qu'il y a autour. Voilà, ça fait partie de la culture congolaise, ça fait partie de notre héritage que malheureusement que nous ne partageons pas. Que nous partageons aujourd'hui avec Sorel à l'instant d'un voyage. Donc n'hésitez pas à contacter Sorel. Tous les contacts seront mis en ligne sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe technique de Ziana TV local qui est ici. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.